Miller, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député Renaissance de la Marne. Et j'avais envie de vous inviter depuis longtemps parce que j'ai vu que vous étiez organisé à l'Assemblée dans une sorte de groupe dont la charge va être de regarder, de surveiller et de combattre le Rassemblement national. Alors comment est né ce groupe ? Alors il est né, je pense que la plupart d'ailleurs des députés de mon groupe ont cette volonté évidemment et sont au quotidien dans l'idée de combattre le Rassemblement national. Simplement parfois on peut constater qu'on n'est peut-être pas assez systématique dans nos manières de combattre le RN. On peut laisser tomber de temps en temps, on entend ou on voit une bourde ou une exactitude, un mensonge du RN et puis dire il y en a tellement que finalement on va pas le faire et on est nombreux à être convaincus qu'il faut être intransigeant là-dessus et qu'il faut donc qu'on se structure davantage, mieux, pour pouvoir lutter et pour pouvoir, encore une fois, pointer du doigt tout ce que le RN ne dit, tous les mensonges du RN et tout ce qui peut, toutes les ambiguïtés aussi du RN. Alors comment vous organisez-vous ? Vous surveillez les propos, vous surveillez chacun parlementaire RN, vous récoltez tout ce qu'ils disent ? Oui, c'est un peu l'objectif, effectivement, c'est de regarder finalement dans chaque commission de l'Assemblée nationale ce qu'ils peuvent dire, les contradictions qu'ils peuvent finalement mettre à jour au sein des commissions et puis au sein de l'hémicycle aussi. Et ensuite, quand vous repérez quelque chose, et vous communiquez, vous publiez, vous réfléchissez dans le groupe. Voilà, l'idée c'est effectivement de réfléchir ensemble. Il faut pas, on est toujours, mais on n'est pas les seuls à être dans cette hésitation. Beaucoup de mouvements sont dans cette hésitation, sont dans cette structuration aussi. Et puis vous êtes sans doute aussi, vous posez les mêmes questions, c'est de dire, est-ce qu'il faut qu'on tape tous azimuts ? Est-ce que finalement, est-ce que c'est audible ? Est-ce que ça fait pas de la pub ? Est-ce que ça fait pas de la pub exactement ? Est-ce que ça les normalise pas ? Et donc on est toujours dans cette hésitation à se dire, est-ce qu'il faut taper systématiquement ou est-ce qu'il faut finalement les laisser faire et puis s'arrêter sur des grands sujets mais pas le faire systématiquement. Moi on a eu cette réflexion, on a toujours cette réflexion, on en discute régulièrement ensemble, non pas que ça soit une obsession mais quand même je pense que notre rôle en tant que député, c'est une vigilance. C'est cette vigilance et c'est d'alerter aussi nos concitoyens. Beaucoup peuvent être tentés et sont tentés par ce vote. Beaucoup aussi sont déjà passés à l'acte mais je pense qu'il est de notre devoir aussi d'expliquer pourquoi ils ne disent pas la réalité, pourquoi ils sont très ambigus, pourquoi ils ont des postures sur beaucoup de sujets, et puis d'expliquer aussi leur histoire. Que c'est pas un parti évidemment qu'il a été normalisé, mais je suis convaincu que ça reste un parti qui n'est pas un parti normal. Quand Elisabeth Borne dit au micro de Radio J, le RN est l'héritier de Pétain, ça vous rend service ou au contraire ça complique votre tâche parce que beaucoup de Français disent non, ils ont rompu avec tout ça. Mais moi, je crois qu'il faut le dire quand même, en fait. Évidemment que ça fait pas tout, mais il n'y a pas un électeur du Rassemblement national. Il y en a plein. Il y en a qui sont des électeurs historiques du Front national. Évidemment, sur ceux-là, ça fonctionne pas de dire que c'est un parti qui compte encore dans ses rangs des gens qui sont des xénophobes, des racistes, des antisémites. Évidemment que sur certains, ça ne fonctionne pas. Mais je crois qu'il y a encore des Français qui sont extrêmement dérangés par ça. Je crois qu'il y en a qui votent de bonne foi et qui ne savent pas forcément quelle est l'histoire du Front national, du Rassemblement national, que tout ça est lié, que ces députés hommes-femmes qui sont jeunes aujourd'hui et qui portent les couleurs du Rassemblement national, qu'ils le veuillent ou non, ils portent un héritage, ils portent une histoire qui est celle du Front national, et donc il faut l'assumer, et je pense qu'il faut le dire aux Français que demain, si Marine Le Pen, elle arrivait au pouvoir, elle arrive aussi avec toute une clique, des personnalités, une kyrielle de personnalités qui sont pas fréquentables, et qui sont encore auprès d'elle. C'est ça le plus grand danger, ce que vous voyez quand vous étudiez le RN, c'est des liens avec l'ultra-droite encore très présents. Il y en a, et d'ailleurs vous les dénoncez, les médias peuvent les dénoncer aussi. D'ailleurs, parfois, eux, ils sortent du bois et ça n'arrange sans doute pas les affaires de Marine Le Pen, mais ils existent encore. Ils travaillent encore avec les élus, avec Marine Le Pen, même si elle ne le dit pas, si elle l'assume pas. Et donc, c'est des gens qui, demain, seront aux côtés d'elle au pouvoir. Donc, il y a ça. Évidemment, c'est un danger. J'estime que c'est un danger. On est nombreux à l'estimer. Donc, il faut quand même le marteler. Mais évidemment aussi que ça n'a pas forcément un impact sur certains des électeurs qui en ont ras-le-bol, qui veulent juste renverser la table avec le RN. Et dans ce cas-là, il faut à eux expliquer encore une fois, toutes les faiblesses, le manque de travail des députés du Rassemblement national. Il y a de l'incompétence. Il y a de l'incompétence, et ça, il faut le dire aussi, parce que ils nous rabâchent interview après interview que ce sont des élus qui sont prêts à gouverner le pays. D'accord, mais alors démontrez-le sur toutes les thématiques qui sont les thématiques du quotidien des Français. Et en réalité, c'est vide, c'est le vide intersidéral. Et ça, vous le voyez concrètement quand vous voyez passer un amendement, une proposition de loi, vous arrivez à démonter cela ? Ben oui, déjà on le voit dans toutes leurs interventions. Ça fait quand même 1 an que Marine Le Pen a une seule proposition économique
pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, c'est la TVA à taux réduit sur les produits de première nécessité. Ça fait 1 an que les économistes le disent, que tout le monde le dit, que c'est l'archétype de la fausse bonne idée, que ça ne fonctionne pas, que ça coûte énormément et que ça va peser sur le budget de la France. Ça ne fonctionne pas, c'est complètement inégalitaire. C'est-à-dire même si ça fonctionnait, ce qui n'est clairement pas prouvé, loin de là, même si ça fonctionnait, vous auriez la possibilité de bénéficier de ça, alors que clairement on peut faire sans cette TVA à taux réduit, tandis que les Français qui en ont le plus besoin auraient exactement la même ristourne. Donc c'est complètement inégalitaire, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas ailleurs dans les pays qui l'ont expérimenté. Mais ça plaît, c'est simple. Et pourtant, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sa seule proposition depuis 1 an et qu'elle continue à rabâcher. Encore hier, à chaque intervention dans l'hémicycle des députés RN, ils martèlent cette TVA à taux réduit qui ne fonctionne pas. C'est leur seule proposition. Et ça, c'est important quand même de le dire aux Français qui sont sensibles à ces questions de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de solution chez Marine Le Pen. On a eu le sentiment lors des dernières échéances que le Front républicain, le barrage républicain, ça ne marchait plus. Vous avez battu une candidate RN en janvier lors de la partielle. Vous avez eu cette impression que ça ne suffisait plus d'avoir le RN en face de soi pour être sûr de gagner? Oui, clairement, ça s'affaisse. Ça va de pair avec une espèce de ras-le-bol des Français qui finalement comprennent ça, mais le mettent sans doute de côté au bénéfice de l'idée et de l'aspiration de tout changer, quoi, en fait. Et donc, effectivement, ils se formalisent pas de ça. Et c'est là la difficulté qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, encore une fois, la TVA à taux réduit, même si on démonte cette proposition, on a quand même parfois le sentiment que les Français, ils s'attachent pas forcément à ça. C'est-à-dire, c'est pas grave. Finalement, ok, ils ont pas de proposition. On n'a pas essayé encore le RN. On n'a pas essayé. Oui. On enterre aujourd'hui en Italie Silvio Berlusconi. Il a représenté ce populisme de droite qui transigeait, qui négociait, qui s'alliait avec l'extrême droite. Vous qui venez des LR, vous avez l'impression qu'il y a un pan des Républicains très tenté par la recherche d'une alliance à terme avec le RN? Alors je pense sur une très forte minorité au sein des LR, effectivement, il peut y avoir cette idée de se dire clairement mes électeurs se sont radicalisés entre guillemets et donc il faut que j'ai le même discours ou quasiment le même discours que le RN. Effectivement, de là à vouloir une alliance, on l'a jamais entendu et donc moi je suis prudente là-dessus. Mais je pense que la grande majorité des députés des Républicains aujourd'hui ne veulent pas de cette alliance et restent quand même attachés à des valeurs qui sont pas celles du Rassemblement national. Mais le risque, c'est des discours et des propositions qui recopient, qui imitent le RN. C'est le risque, sauf qu'on a toujours vu que les Français choisissent l'original à la copie. Donc c'est pas en allant sur le terrain du Rassemblement national, sur le terrain des propositions du Rassemblement national, qu'on arrivera à quelque chose. En revanche, parler des sujets qui sont ceux pris à bras-le-corps par le Rassemblement national, oui, ça, il faut le faire, il faut oser le faire. On crève aujourd'hui en France de ne pas oser aborder des sujets parce qu'ils ont été pris finalement en otage par le Rassemblement national, typiquement l'immigration. Et ben justement, l'immigration, il y a des propositions de loi déposées par les LR, le gouvernement à la main. Est-ce qu'un accord est possible, LR majorité, pour tirer le tapis sous le pied du RN? Et moi, je le souhaite vivement. On a des négociations qui sont en cours, donc j'attends de voir ce que ça va donner avec Gérald Darmanin, mais je le souhaite vivement. On en a besoin. C'est un sujet, clairement, qui est un sujet qui irrite les Français, qui se sentent concernés par ce sujet-là, plus ou moins selon évidemment les départements, les secteurs en France, mais ça reste un sujet qu'on a mis sous le tapis pendant des années. Et ils veulent une loi, les Français aujourd'hui, efficace, une loi assez rude. Ils veulent de la fermeté. Ils veulent de la fermeté. Faut répondre à cette demande. Mais c'est ce qu'on fait. Et alors moi je regrette, mais il est encore temps, mais qu'on n'ait pas assez communiqué ou mal communiqué peut-être sur le projet de loi qui est celui d'origine de Gérald Darmanin, qui avait été quand même déjà mis sur la table il y a quelques mois et qui était un projet de fermeté. Clairement, si vous regardez tous les articles du projet de loi, c'était un projet de loi de fermeté à l'égard des étrangers en situation irrégulière, avec une simplification des procédures pour aller plus vite sur l'exécution des OQTF, avec une capacité supérieure en termes administratifs, parce que c'est ça qui nous bloque et c'est ça sur lequel on peut agir facilement. Plutôt finalement que supprimer l'AME pour moins attirer de gens attirés par les avantages sociaux et médicaux. L'AME typiquement c'est un sujet qu'il faut évoquer. Il faut pas mettre ça encore une fois sous le tapis. Mais l'AME, il faut expliquer quand même que sur le principe, évidemment qu'on va le garder. C'est nos valeurs qui sont intimement liées à l'idée de secourir les gens pour des raisons pragmatiques aussi. Enfin, on veut pas que des maladies se diffusent sur notre territoire. Ça coûte plus cher si jamais on n'a pas d'AME. De toute façon,
les aides de santé. Donc ça, de toute façon, on les soignera. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que l'AME, le principe, il faut le garder. En revanche, il faut pas s'interdire de regarder les contours de l'AME et de la réformer. Ça a déjà été réformé par la majorité actuelle. Donc il faut poursuivre. Est-ce qu'il faut aller plus loin entre LR et majorité? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut remettre sur l'établi une sorte de pacte de coalition, de gouvernance commune? Moi, c'est ce que je souhaite. On est évidemment pas, c'est pas notre culture. Ça, on l'a dit, on l'a tous dit. Maintenant, il faut y aller. Enfin, si on veut avoir 4 ans, il nous reste 4 ans pour être efficace. 4 ans pour prendre à bras le corps tous les sujets de préoccupation, tous les sujets du moment et qui concernent les Français. Si on le fait pas, on sait ce qui arrivera en 2027. Donc il faut le faire et c'est notre responsabilité collective, la majorité, mais aussi les Républicains. Oui, on peut mais s'entendre sur tout un tas de sujets. Les LR se disent si on rejoint la Macronie aujourd'hui, on va être dilué, associé, on n'aura jamais de présidentielle. Ils se trompent. Si on regarde ce qui a pu se passer dans d'autres pays, les Français les sanctionneront pas. C'est-à-dire ils considéreront qu'ils ont été responsables, qu'ils ont fait valoir leurs propositions, leur ligne, leur identité finalement de parti des Républicains. Et au contraire, je pense qu'ils pourraient leur reprocher d'être restés dans. On l'a vu d'ailleurs sur les retraites. Les députés qui n'ont pas été clairs sur ce sujet, on le voit, et beaucoup de députés de la majorité l'ont vu sur leur territoire. Les gens reprochent aux Républicains de ne pas avoir voté un projet de loi, de ne pas en tout cas avoir été favorable puisqu'on n'a pas voté, mais de ne pas être allé au bout sur ce sujet-là, alors qu'ils avaient défendu ça l'année dernière aux élections présidentielles et bien avant. Il faut de la constance, il faut de la clarté, mais je pense que les Français reprocheront pas aux Républicains d'avoir construit. Encore une fois, c'est pas se mettre à genoux devant la majorité présidentielle, c'est construire ensemble un accord de gouvernement sur plusieurs thématiques avec des compromis. On a besoin de compromis si on veut avancer. Il y a des rumeurs de remaniement en ce moment. Vous le sentez, vous, au Parlement? Vous sentez les ministres fébriles, inquiets, absents? Alors non, pas forcément. Enfin, les ministres savent sans doute bien cacher si en tout cas ils sont préoccupés par ce sujet-là. Après, on sent qu'il y a besoin de quelque chose, d'ouvrir une nouvelle page. Donc, est-ce que ça passe par un remaniement? Peut-être. Ça passe surtout par un programme qu'il faut dérouler. Il faut y aller. On est quand même nombreux députés de la majorité, mais députés de manière générale, à vouloir y aller. Il faut avancer sur les sujets. Vous avez à Reims été une des premières à créer une ZFE, une zone de faible émission pour lutter contre la pollution, en interdisant le centre-ville à des véhicules. Faut maintenir le cap actuel. Beaucoup d'élus disent non, faut repousser les échéances. Il faut du pragmatisme. Nous, si on n'a pas eu un soulèvement de la population sur cette question de la ZFE, c'est parce que les élus du territoire rémois ont opté pour le pragmatisme. C'est-à-dire qu'on a adapté cette zone à faible émission. La loi nous permet beaucoup de largesse, en fait, sur ce sujet. Elle est minuscule. Elle concerne l'hypercentre-ville de Reims. On a mis en place des aides qui n'existent nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on aide à l'achat de véhicules d'occasion critère 2. Donc, vous pouvez en avoir pour, une somme qui est moins importante, évidemment, que des véhicules électriques dont on sait qu'ils sont évidemment pas à la portée de tous les Français. On a mis en place des dérogations pour les gens qui sont malades, qui ont des maladies de longue durée. On a essayé finalement d'être le plus pragmatique possible, avec l'ambition évidemment de réduire la pollution, parce que c'est quand même l'objectif de cette loi, sur laquelle on peut tous s'entendre, c'est-à-dire améliorer la qualité de l'air. Laure Miller, merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, on retiendra, la grande majorité des LR ne veut pas d'alliance avec le RN. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie du député Jean-Louis Thierriot, LR, spécialiste de la défense et des affaires étrangères. À demain. Radio J, retrouvez le Barbier.